Allez, merci à tous d'être là. Ce soir, je vais vous parler de la machine à état, donc une nouvelle approche pour gérer l'état d'une vue. Avant ça, je vais faire un petit parallèle avec un domaine que vous connaissez tous, enfin j'espère, c'est la cuisine. Donc je vous propose qu'on cuisine tous ensemble des gâteaux. Pourquoi je vous parle de cuisine des gâteaux? C'est très simple parce qu'en fait, c'est notre domaine et le domaine de la cuisine sont très proches. Par exemple, quelqu'un qui va cuisiner va produire des plats, nous on va produire des apps. Ils vont utiliser des recettes, nous on va utiliser des patterns. Ils vont nettoyer leur cuisine, nous on va faire du refacto. Et au final, on a tous les deux des clients. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Donc on va se mettre dans la peau en fait d'un cuisinier et on va commencer à faire un gâteau. Car il y a un client qui est arrivé un jour et qui nous a dit j'aimerais bien un gâteau à 3 étages. À ce moment-là, on est tout jeune, tout fringant, on se dit bon let's go. 3 étages, ça c'est facile, moi je sais faire. Donc pour ça, on se prépare. On prend nos meilleurs outils, des spatules, des cuillères, tout ce que vous voulez. Nos meilleures recettes pour faire des gâteaux à 3 étages, on en a plein et on adore ça. Et notre nouvelle cuisine, nouveau four, c'est parfait. Et on y arrive. Premier gâteau, très simple, aucun problème. Mais là, un nouveau client arrive et nous dit au lieu de 3 étages, j'aimerais bien 4 étages. On a déjà des recettes avec 3 étages, mais 4 étages, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on le fasse. Donc pour ça, on reprend peut-être de nouveaux outils. Je ne sais pas, une nouvelle cuillère, des nouveaux fouets, ce que vous voulez. Des nouvelles recettes, parce qu'on n'avait pas de recettes pour faire des gâteaux à 4 étages, donc c'est le moment en fait soit de les améliorer, nos recettes, soit d'en créer de nouvelles. Et bien sûr, on prend la même cuisine, on n'a pas eu le temps de la nettoyer, c'est un peu sale, mais bon, allez, on peut le faire. Donc on y arrive. C'était pas si simple avec toutes les contraintes qu'on avait eues, donc la cuisine qui était pas propre, les recettes qui étaient peut-être pas appropriées pour faire un gâteau à 4 étages, mais on y arrive. Et maintenant, bien sûr, parce qu'ils s'arrêtent jamais, nos clients, ils nous demandent un gâteau à 5 étages. Mais 5 étages, jamais fait. 5 étages, c'est beaucoup. Donc là, on est un peu dans le pétrin. Comment on fait? On a 3 solutions. La première, c'est de dire non. Mais bon, qui dit non à un client? J'imagine que vous avez rarement dit non à un client. Vous pouvez le faire, mais ça va votre risque et péril. Vous pouvez le faire, mais mal. Bon, vous mettez un peu votre conscience professionnelle en jeu et aussi votre intégrité, donc ça peut être un peu compliqué. Et du coup, la troisième solution, c'est de prendre un peu de recul, d'attendre et d'améliorer nos recettes. On est passé de 3 à 4 étages, maintenant il faut passer de 4 à 5. Allez, on nettoie peut-être la cuisine et on améliore tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est exactement ce qui nous est arrivé à Decathlon Outdoor sur notre application. Donc je vais vous parler maintenant en fait de ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de la machine à état. Notre premier gâteau à Decathlon Outdoor, ça a été en fait d'afficher une carte avec des pins et des clusters. Donc un cluster, c'est un regroupement de pins pour éviter que l'interface soit un peu trop chargée. Dans notre tête, c'était assez simple. Notre équipe, elle était plutôt OK pour partir sur du MVVM, sur ce pattern de vue qu'on connaissait bien. On savait qu'on voulait faire de la clean, donc on s'est dit pourquoi pas mettre des use cases par-ci par-là. Et d'avoir une classe qui s'appellerait UI State qui permettrait d'englober tous les états de la vue. On avait nos bases. Notre premier gâteau, il était assez simple. Comme vous pouvez le voir, on a réussi. Donc à gauche, vous pouvez voir l'application à ce moment-là. Donc avec nos clusters et nos pins. Et à droite, vous pouvez voir le view model. Assez simpliste. Ça nous permet du coup là de montrer les clusters, les pins, et quand on clique sur le pin, d'aller sur le détail de la page. Tout ça en 122 lignes de code. Donc là, on était plutôt content. On a un view model qui est petit. On arrive à faire ce que nous demande le client. C'est parfait. Mais tout comme le pâtissier, c'est pas fini. On nous demande d'autres features. Donc là, le client, il nous demande une barre de recherche, des teasers, c'est-à-dire que quand on clique sur le pin, au lieu d'aller directement sur le détail, on va afficher un petit encart en bas pour en fait présenter ce qu'il va y avoir dans cette route. Et une bottom sheet qui pourra prendre toute la place avec plein de filtres pour que ce soit un peu plus facile pour l'utilisateur pour voir exactement les routes dont il a envie. Là, dans notre tête, c'était aussi un peu... Enfin, on a discuté un petit peu, mais on s'est dit peut-être que le MVVM, ça va pas suffire. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de nouvelles features. On aurait bien utilisé un nouveau pattern de vue. Pourquoi pas passer sur du MVI
pour un peu sortir les intentions des utilisateurs, que ce soit un peu plus facile et compréhensible au niveau du code. Parce qu'on savait que ça allait beaucoup grossir. C'est ce qu'on a fait. Au final, on a quand même réussi à faire ce qu'il fallait. Donc comme vous pouvez le voir, en dessous vous avez la bottom sheet avec tous les filtres. Donc par exemple trié par sport, à pied, sortie à vélo, ou la difficulté facile, modérée, difficile, ainsi que la durée. Et au-dessus, vous pouvez voir un pin qui est sélectionné avec un teaser. Donc là par exemple, on voit que j'ai sélectionné Aiguille du Chalet et Animaux Planqués, c'est le nom de la route. Par contre à droite, et je pense qu'il y a déjà des gens qui l'ont vu, là vous avez envie de crier, et je comprends, hein, vous avez des suppresses qui sont apparus, Too many functions, long parameter list et large class. Et là ça fait peur. Là ça fait peur, vous ne sortez pas tout de suite, je vous promets ça va s'arranger. On a 1104 lignes de code. C'est un peu on a dépassé vraiment l'étape qu'il ne faut pas dépasser, c'est plus de 1000 lignes de code. Donc là tu te dis, on est dans le pétrin, ça va être un petit peu compliqué d'améliorer tout ça. Si ça s'arrêtait là, on serait plutôt content. On est presque à 1000, ça va. Mais ça s'arrête jamais. Le client il arrive pour notre 3e gâteau, pour notre 5e étage, en rajoutant cette fois-ci une liste de routes, donc avec une autre bottom sheet où en fait au lieu de voir juste sur la map, tu vois carrément toute la liste des routes qui sont affichées. Et aussi, il voulait qu'on affiche une preview de la route, donc quand tu sélectionnes une route, tu peux voir le tracé directement sur la carte, pour que ce soit plus simple pour l'utilisateur. Sauf qu'à ce moment-là, on s'est dit, mais comment on fait ? On est passé en MVI, on a fait un peu de changements, on s'est amélioré au niveau de notre code base, mais là, comment on fait ? Comment on peut faire pour empêcher ce gros bébé de grossir encore plus, 1104 lignes ? Moi, je travaille pas là-dessus. Je peux pas continuer à rajouter du code là-dedans. Donc à ce moment-là, on était vraiment dans le pétrin. On savait pas quoi faire, et tout comme le pâtissier, on s'est dit, bon, on va prendre un petit peu de recul, et on va améliorer nos recettes. Et du coup, on s'est posé ces deux questions. Comment on en est arrivé là ? Et surtout, quel est le problème ? Pourquoi on a 1104 lignes de code ? Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de tacler, qu'on a essayé de comprendre. Donc le plus important pour nous, là, c'était vraiment de comprendre quel était le problème. Donc tout d'abord, on s'est dirigé sur la toute base de la gestion d'une vue, c'est la gestion de l'état de ta vue. On se doutait en fait que c'était plutôt ça le problème, donc revenons aux fondamentaux, et on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est un état, même si ça a l'air assez simple, comment on l'utilise et comment on le gère. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un état ? Qu'est-ce que c'est l'état d'une vue ? L'état d'une vue, c'est plutôt simple, c'est juste une représentation objet de ce qu'on veut afficher à l'écran à un moment T. Alors, ça peut être assez bizarre dit comme ça, donc on va prendre 2 exemples. Donc, à gauche, on va découvrir ce que c'est un bon état. Un bon état de vue, c'est c'est quelque chose qui est utilisé pour être affiché à l'écran. Et ça doit être compréhensible dès le premier coup d'œil. Donc par exemple, si on regarde cette data class qui s'appelle state, elle a 2 propriétés, title qui est une string et description qui est une string. Là, on comprend tout de suite. Sur mon écran, j'ai un titre et une description. C'est simple. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas un état, pas un bon état de vue ? C'est quelque chose qui n'est pas utilisé pour afficher quelque chose à l'écran, ou qui est difficile à comprendre. Et c'est souvent mal utilisé en fait comme si c'était un événement. Par exemple, naviguer quelque part, ou afficher une bottom sheet, une snack bar ou un toast pendant 3 secondes. C'est quelque chose qu'on va faire qu'une fois, on n'a pas besoin de retenir l'information. On envoie, quelqu'un le reçoit, il le fait. Par exemple, avec cet état, vous avez une propriété qui s'appelle navigate to screen B. Qu'est-ce que tu affiches à l'écran avec une propriété qui s'appelle navigue à l'écran B ? Bah, je ne sais pas. Alors peut-être que vous pouvez effectivement dans votre vue faire des choses un peu bizarres avec ce booléen et faire quelque chose, mais cet état il veut rien dire. Donc voilà pour les états, il nous reste encore 3 notions à comprendre sur le state management. On a l'écran, je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est juste l'interface utilisateur qui permet d'afficher des choses en utilisant le state. C'est tout. Les 2 choses importantes, par contre, ça va être le state holder, car on a l'état, mais il faut bien quelqu'un qui maintient sa référence, qui maintient ses données et qui nous permet de l'utiliser. Ça sera le rôle du state holder. On aura aussi le state producer, qui lui, en fait, va être là pour créer l'état. Donc le state holder, il le retient, le state producer, il le crée.
Comment ces quatre briques, elles s'agencent? C'est plutôt simple. Donc on a l'écran, on a le state holder qui maintient le state, comme je disais, et le state producer, qui lui va produire le state. L'écran, sur quelques interactions utilisateurs, il va parler au state holder en lui disant « il s'est passé ça ». Le state holder, il va envoyer un événement au state producer. Le state producer va peut-être créer un nouvel état, ça dépend de l'état courant et de l'événement qui a été envoyé. Et ensuite, s'il y a un nouvel état, l'écran va se mettre à jour. Tout simplement. Là, vous me dites, mais pourquoi vous me parlez de ça? Pourquoi vous parlez du state management alors qu'en fait, j'utilise des view patterns connus, j'utilise du MVVM, du MVC, du MVP, du MVI. Ces notions-là, elles sont déjà dans ces patterns. Donc moi, je connais les patterns, je connais les notions, j'ai pas besoin de plus. Et ben, on va se poser une question. Est-ce que en fait, ces view patterns, ils sont suffisants vraiment pour gérer une vue? Partons sur MVP. On voit que notre modèle, c'est notre état, que notre view, c'est notre screen, et que notre presenter, il a deux rôles, produire l'état et le garder. Donc state producer et state holder. Ok. Passons à MVC. Pareil. Model state, view screen, et le contrôleur, state producer et state holder. Ok. Bon. MVC, MVP, c'est des patterns qui sont un peu vieillissants, souvent on les utilise plus trop. Sur Android, en tout cas, c'est plutôt MVVM qui est poussé. En tout cas par la communauté de Google. Et c'est pareil. Donc là, model state, view screen, view model, state producer et state holder. Bon, il reste un. Allez, MVI, on l'a utilisé, peut-être que ça va marcher, et surtout, c'est de plus en plus poussé par la communauté. Donc ça se trouve, c'est complètement différent, et ça sera beaucoup mieux. Et ben c'est pareil. Bon. Là, on se dit, mince, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, c'est que tout le temps, on a notre state producer qui est égal à notre state holder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un objet qui en fait a deux buts. Produire l'état et le maintenir. Donc là, vous pouvez me dire directement, mais quel est le problème? On fait ça depuis la nuit des temps, moi, tous ces patterns, tout le monde les utilise, pourquoi tu nous embêtes? Eh ben, regardons ensemble, pourquoi avoir un objet qui a plusieurs buts, c'est contraignant. Donc là, par exemple, maintenir et produire l'état. Alors déjà, ça ne suit pas le S de Solid. Alors, bon, je sais que des gens aiment ou n'aiment pas Solid. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Solid, ce sont des principes, 5 principes, qui sont là normalement pour avoir un code clair, réutilisable, améliorable. Et le S, ça veut dire Single Responsibility. Donc une seule responsabilité. Les objets normalement doivent se maintenir, ou les fonctions, ou tout ce que vous voulez, doivent se maintenir à une seule responsabilité. Là on en a plusieurs, on doit produire et maintenir l'état. Donc on ne suit pas le S de Solid. Bon, si c'était que ça, ce serait pas très grave. On a encore 3 choses. Vu qu'on a plusieurs responsabilités, ça peut être des fois difficile dans des fonctions de comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce que cette fonction, elle doit maintenir l'état? Est-ce qu'elle doit le créer? Quel est son but? De temps en temps, ça peut être complexe. Mais du coup, vu que c'est difficile à comprendre ce que fait une fonction, ça peut être aussi difficile d'éviter les régressions. Imaginons, on essaye un peu de refactorer le fait de maintenir l'état. Si une fonction fait deux choses, maintenir et produire, eh ben on peut casser le fait de produire l'état, alors qu'on voulait juste refactorer le fait de maintenir. Et la chose qui nous intéresse le plus, en tout cas chez Decathlon à ce moment-là, c'est que ça fait beaucoup de code. Si on a deux buts dans une classe, bah forcément, il va falloir implémenter des choses pour le but 1 et le deuxième but. Donc là, on commençait un peu à se rendre compte de nos problèmes. Nos problèmes, c'était peut-être que, effectivement, on avait un view model qui faisait state holder et state producer. Et donc maintenant, au bout de 20 minutes de présentation, je vais enfin vous parler du titre de la présentation, c'est la machine à état. Donc je vous propose qu'on la définisse, qu'on regarde ce que ça fait. Donc j'imagine que vous l'avez compris, la machine à état, le but c'est d'être un state producer. Donc c'est de sortir un des buts de notre ViewModel dans une brique à part. Donc comme je l'ai dit, une machine à état c'est un state producer, ça prend un état A et ça produit un état B. Tout simplement, ça produit un état. En utilisant des effects et des actions. Donc qu'est-ce que c'est un effect? Un effect c'est une intention de changement.
quand c'est exécuté, ça va créer une liste d'actions qui, à la fin, vont nous créer un état B. Donc là, par exemple, comme vous le voyez à droite, on a un état A, notre effect, qui va créer 3 actions, et à la fin, on aura notre état B. Donc maintenant, passons aux actions. Une action, ça réduit un état dans un autre. Donc par exemple, comme vous pouvez voir à droite, on part d'un état A, on a une action là qui met le loading à false et enable buttons à true, et à la fin, on va créer un autre état. Alors cet état, ça peut être l'état final ou un état intermédiaire. Alors pourquoi je dis ça? On va prendre un exemple. Reprenons notre exemple avec 3 actions. On part de notre état A, qui va être donné à l'action 1, qui va mettre le loading à false et enable buttons à true. Il va créer un état A1, parce qu'on a 3 actions, donc c'est pas l'état final, c'est l'état intermédiaire, qui va être donné à une action 2, qui va mettre le notification numbers à 4, qui va produire lui aussi un état A2, et qui va être utilisé par l'action 3, qui va mettre ici le loading à true. Et à la fin de cette action 3, on aura notre état final, le nouvel état, l'état B. Il faut faire attention, comme vous pouvez le voir avec l'action 3, il met le loading à true, alors que sur l'action 1, on avait mis le loading à false. En fait, les actions, elles sont exécutées de façon séquentielle, et une action 1 peut détruire ce qu'a fait une action 2. C'est pas impossible. Donc il faut toujours faire attention avec les actions, à bien les exécuter dans le bon ordre, et surtout à faire attention à ne pas revenir sur ses pas. Donc voilà pour un peu la base de la machine à état. Maintenant, je vous propose qu'on retourne un petit peu à la cuisine, et qu'on cuisine cette fois-ci le contrat, maintenant qu'on a les bases de la définition. Alors on va cuisiner un peu d'une façon spéciale, c'est qu'on va regarder l'implémentation d'abord, enfin pas l'implémentation mais plutôt l'utilisation de ce contrat, et ensuite on va essayer de deviner le contrat ensemble. Donc par exemple, là, j'utilise ma state machine pour créer un état. Cet état, il va être créé en observant une information système qui va être est-ce que je suis en ligne ou non. À chaque fois que cette information change, je vais créer un effect qui va être ici online status change, et après je laisserai ma machine à état créer un nouvel état. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, enfin excusez-moi, il y a aussi une autre chose, c'est que là j'ai parlé des event systems pour créer un état, comme on le voit ici, mais on doit pouvoir aussi créer un nouvel état en observant les actions utilisateurs. Donc là, par exemple, l'utilisateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté de toucher la caméra. Par exemple, il était sur la carte, il commençait un petit peu à regarder où il allait, il a levé le doigt, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce qu'on doit faire, c'est charger de nouvelles routes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur il arrête de toucher la caméra, on envoie un nouvel effect, map camera change effect, pour créer une nouvelle route. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au niveau du contrat, on a besoin d'un type state générique, parce que bien sûr on travaille sur un état, ça peut être n'importe lequel, donc c'est pour ça qu'on va le rendre générique. On a besoin d'un effect qui est exécuté sur cet état, d'une méthode pour créer l'état, et observer des événements système. Et aussi pour permettre à celui qui crée l'état d'observer les nouveaux états qui vont être mis. Et pour finir, on va avoir besoin d'une méthode send qui va nous permettre d'envoyer un effect à chaque changement d'action utilisateur. Enfin, à chaque action utilisateur. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de l'interface? En fait, elle est plutôt simpliste. Donc là, vous pouvez le voir, on a une interface qui s'appelle state machine, qui a 2 types génériques. Donc on va avoir state, qui sera notre état, ça peut être n'importe lequel, et effect, qui va être en fait un effect qui va travailler sur le même état que la state machine. On va avoir aussi 2 méthodes, donc la méthode createState qui va prendre un nombre infini de flows, qui seront surtout des événements système, et qui va nous renvoyer un flow d'état, donc ça veut dire qu'il va nous permettre d'écouter tous les nouveaux changements d'état de la machine à état. Et la dernière méthode, la plus simple, une méthode send, qui va nous permettre d'envoyer juste un effect à la state machine sur une action utilisateur. Donc maintenant, ça c'était le gros contrat de la state machine, on va pouvoir passer aux effects. Donc pareil, on va regarder une implémentation d'un effect. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a Explore Effect, qui étend de Effect, et qui va travailler sur le state qui s'appelle Explore UI State. Ici, vous avez un effect qui s'appelle OnClusterClickEffect. Donc comme son nom l'indique, c'est à chaque fois qu'une personne clique sur, un utilisateur clique sur un cluster, on va exécuter
ces actions-là. Ces actions-là, ça va être ici, set user centered action to false, donc on va décentrer l'utilisateur, on vient de cliquer sur le cluster, on va désélectionner toutes les routes qui étaient sélectionnées auparavant, et ensuite on va bouger la caméra. Donc voici nos 3 actions qui vont être créées par notre effect. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de contrat? Il nous faut un type générique state, donc pareil que la machine à état, donc il nous faut un type générique qui sera l'état, et une méthode execute qui va prendre un state et qui va créer une liste d'actions. Tout simplement. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'interface? Tout bêtement, interface effect de state, un état générique, et une fonction execute qui va prendre notre state et qui va nous renvoyer une liste d'actions. On a bientôt fini, il ne nous reste plus que l'action à voir. Donc ici, on a une interface explore action qui est étant de action. Pareil, notre state, explore UI state, toujours là. Et là, on va avoir 2 exemples d'actions. Par exemple, show loading action, qui prend un boolean loading et qui va nous créer un nouvel état en mettant le loading suivant la valeur qui a été donnée à l'action. Pareil pour show route pins action, on va lui passer des routes et on va créer un nouvel état avec les routes qui ont été passées dans l'action. Tout simplement. Comme vous pouvez le voir, les actions sont plutôt simples. Qu'est-ce que ça donne au niveau du contrat? Bah pareil, un type generic state encore, j'ai l'impression que ça fait 10 fois que je le dis, et une méthode reduce qui permet de créer un nouvel état. Et voilà, au niveau de l'interface, pareil, assez simplement. Donc on a une interface qui s'appelle action, qui prend un état générique, et une fonction reduce qui va prendre l'état et qui va nous en renvoyer un autre. Donc super, là on est content, on a notre contrat, on a notre implémentation, même si je vous la montre pas ce soir, c'est pas le but. Maintenant la question qu'on va se poser à Decathlon, c'est qu'on l'a utilisé, et est-ce que ça nous permet vraiment de contrecarrer le gros problème qu'on avait, c'est-à-dire d'avoir un view model avec 1000 lignes de code, voire plus? Et bien la réponse est oui. Heureusement, sinon ce serait dommage. Donc cette machine à état, elle nous a quand même enlevé le large class. Alors oui, vous pouvez me dire, on a toujours le too many functions et le long parameter list, mais ça sera une autre conférence, j'imagine. Donc on n'a plus que 432 lignes de code, donc quand même on en a enlevé 600, on a extrait 600 lignes, donc à ce moment-là on s'est dit, bon, bah on est quand même plutôt serein, on va pouvoir continuer à travailler dessus. Par contre, il y a eu quelques... Enfin, pas soucis, mais des pensées différentes par rapport à ce state machine. Donc je vais vous en parler ce soir. Même si on a réussi à avoir plus que 400 lignes, il faut se poser la question de qu'est-ce que l'équipe en a pensé. Donc dans un premier temps quand même, bien sûr, ça a amélioré notre codebase. On a des guidelines qui sont plutôt fortes pour créer des états maintenant, donc avec tout ce qui est effect et action. On peut pas se tromper, on a des choses qui sont mises en place. Et on a beaucoup moins de code dans le stateholder. Notre pari est réussi, on a décorrélé stateholder et state producer. Donc c'est génial. Par contre, c'était pas facile. Il y a certaines personnes de notre équipe qui m'ont dit bon, c'est bien sympa ce que tu as mis en place, mais à comprendre, déjà juste en fait le state management de base, même si on a l'impression que c'est acquis, souvent c'est caché par nos view patterns. Là, il fallait vraiment recreuser sur tous ces principes-là pour essayer de les comprendre. Donc on avait une énorme marge de progression. Ensuite, la deuxième marge, c'était tout ce qui touchait à la state machine. Comprendre le pattern. Qu'est-ce que c'est un effect? Qu'est-ce que c'est une action? Comment je l'implémente? Et pour finir, c'était tout le boilerplate en fait qui était donné par la state machine. Je vous en ai pas trop parlé, mais du coup, à chaque fois qu'il y a une action utilisateur, normalement c'est un effect. Un effect, c'est une classe. Une classe à implémenter. Avec une méthode, un override, des actions aussi à créer. Tout ça, ça peut faire beaucoup de code. Au début, c'est un peu difficile et on s'y perd. Comment je fais ça? Est-ce que je dois vraiment recréer cette classe? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Mais on s'y habitue. Et je tiens à m'excuser d'une chose ce soir, c'est parce qu'en fait, j'ai menti. Le nom de la présentation, c'était que la state machine, c'était une nouvelle approche pour gérer l'état de la vue. Bah, c'est faux. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont compris. En fait, la machine à état, c'est un mix.
c'est un mix de deux choses qu'on aimait beaucoup. C'est un mix de MVI. Comme je l'ai dit, dans la définition de l'effect, c'est qu'un effect, c'est une intention de changement. Une intention, une intent, on commence à voir la chose. Un effect, ça capture vraiment ce que veut faire l'utilisateur, ce que veut faire une action utilisateur. Et ensuite, pour ceux qui connaissent un petit peu le développement web, c'est clairement du Redux sur certains aspects, notamment au niveau de la nomenclature, que ce soit du reduce ou execute, ce sont des choses qui sont vraiment explicitées dans Redux. Donc voilà, j'ai rien inventé de nouveau, on a juste mixé deux choses qu'on aimait bien, et on a adapté à nos besoins. Et certains d'entre vous peuvent déjà se dire, mais attends, mais il y a plein de librairies qui font ce genre de choses. MVI, Kotlin, TCA côté iOS, enfin il y en a plein, il y a plein de choses qui font ça. Donc pourquoi vous ne l'avez pas utilisé? La réponse elle est quand même plutôt simple. C'est parce que souvent ces librairies-là, déjà c'est des énormes machines. À mettre dans son projet c'est lourd. Ça ne touche souvent pas qu'au state producer, ça englobe un peu tout. Ça peut même aller jusqu'à la navigation. Nous on ne voulait pas toucher toutes ces couches-là, on voulait juste régler notre problème de view model. Donc on n'allait pas s'embêter avec tout ça. Deuxième réponse, c'est parce qu'en fait, prendre une librairie tierce, c'est toujours un peu compliqué, souvent chez un client, de leur dire, bon bah en fait on se base sur quelque chose, ok il y a peut-être 3000 stars sur GitHub, mais du jour au lendemain, si la maintenance est arrêtée, explique à ton client que en fait ça ne suit plus. Donc on a voulu faire ça nous-mêmes. Allez, c'est l'heure de conclure, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, et j'ai arrêté les définitions, il n'y en aura plus. Donc si vous avez une chose à retenir ce soir, vraiment là, une chose, c'est que le state management, c'est seulement quatre concepts. La vue, l'état, le produceur et le holder. Avec ça, vous pouvez tout faire. Et c'est universel. Je vous invite à regarder vos codebases. Vous pouvez réussir à calquer ces 4 briques-là dans votre code. Souvent, vous allez voir qu'en fait, votre producer, c'est votre holder. C'est malheureusement, dans les view patterns, ils essayent pas trop de splitter ces choses-là. En tout cas, pas du premier coup d'œil. Et la machine à état, elle s'occupe justement de prendre le rôle de producer. Et même si je ne vous l'ai pas montré, le cœur de la machine à état, le code vraiment pur de l'implémentation, c'est 80 lignes. Donc quand je vous parlais des grosses machines, des grosses librairies, nous c'est 80 lignes de code. Donc normalement à relire, c'est pas si compliqué. Il y a aussi autre chose qu'il faut retenir ce soir, c'est que la machine à état, on est vraiment allé étape par étape. On a pris beaucoup de recul. On a d'abord vu en fait que nos view models ils commençaient à grossir, et grossir énormément. Ensuite, on a compris que notre state management était mauvais, et qu'il fallait qu'on arrête de produire les états dans le view model. Ce que je veux dire par là, c'est que notre machine à état, elle répond vraiment à une problématique qui s'est posée dans notre projet, et on l'a construite petit à petit. On n'a pas foncé vers une librairie en se disant « Allez, c'est bon, ça va tout régler ». On a vraiment essayé de comprendre quelles étaient nos problématiques pour essayer de créer la chose qui allait répondre au mieux à nos besoins. Et comme je disais, répondre au mieux à nos besoins, en fait, c'est le cas pour la machine à état. On a moins de code dans le VM, ça follow nos guidelines. Donc c'est-à-dire que certains d'entre vous auraient pu voir les view models en se disant en fait, pourquoi tu n'as pas splitté ce view model en plusieurs petits view models? Réponse peut-être valable. Mais dans nos guidelines, c'était un view model par écran. Donc on ne voulait pas splitter ce view model. Et la machine à état répond parfaitement. On n'a pas eu plusieurs view models, on n'en a qu'un, 400 lignes, c'est parfait. Et j'en ai pas trop parlé, mais la machine à état, elle est complètement testable. Et ça, on aime bien. Donc voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Question. Je vais demander de prendre le micro, c'est pour l'enregistrement. Merci pour la présentation. Ma question, ça concerne le temps que vous avez mis à concevoir la solution et même le temps que vous avez passé à refactor peut-être le projet une fois que vous l'avez mis en place. Ok, alors le temps de conception, ça a été assez long, parce qu'en fait ça s'est pas fait en une fois, comme je l'ai expliqué, on y est vraiment allé à tâtons. D'ailleurs c'est un collègue à moi ici présent qui s'est occupé de poser les premières briques.
Donc, il avait posé un peu une esquisse de ce qu'allait être la machine à état, mais qui n'était pas en fait réutilisable et générique. Donc ensuite, j'ai vu que ça marchait bien et j'ai adoré en fait ce qu'ils avaient fait sur le premier view model et je me suis dit il faut qu'on le réutilise. Donc là, à ce moment-là, j'ai pris un peu de temps pour le refactorer, pour faire en sorte que ce soit générique. On s'est tous posés ensemble, on a écrit un ADR, donc une architecture RAL décision. Donc on a tout écrit, un petit peu quoi ça consistait, en quoi ça allait nous aider. Et à ce moment-là, on a revu un petit peu ce que j'avais fait sur la première implémentation. Et petit à petit, on y est arrivé. Et ça a, je pense, pris 1 an. Voilà. Parce qu'en fait, on n'y est pas allé d'un coup. Et justement, est-ce qu'il y a eu des réticences de la part peut-être plutôt du côté management de pouvoir lancer un chantier comme celui-ci? En fait, l'avantage, c'est qu'ils l'ont pas trop vu. Parce qu'on y est allé justement doucement et qu'on n'a pas essayé de tout refacto d'un coup. Moi, j'adore aussi la cohérence dans le code. Et justement, maintenant, on essaye de faire en sorte de refactor nos anciens view modèles avec la machine à état. Mais du coup, il n'y a pas eu de réticence parce qu'ils l'ont pas vu. Merci. De rien. Est-ce que tu peux remontrer le slide avec l'interface de la state machine, je crois? Ouais. Voilà. Ouais, alors c'est là. L'interface complète, ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, ma question, c'était... donc je pense, ouais, c'est ça. La première méthode, là, c'est pour observer des effects système plutôt, alors que la deuxième, c'est plus pour la UI, enfin des events... Exactement. Quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton ou scroller ou quoi que ce soit, ça va en fait passer par la méthode send. Alors que par exemple, si on essaye d'écouter la connectivité ou je sais pas, un changement en base de données, ça va arriver là-dedans. Ça aurait pu être un flow aussi en fait, ces événements-là que tu peux observer. En fait, ce sont des flows. Non, mais je veux dire l'autre. Ah, l'autre. Oui. Alors, pas vraiment dans le sens où en fait on capture un événement UI qui n'est pas un flow de base. Par exemple, un clic sur un bouton, le on-click. Ouais. Peut-être. Je me suis posé la question. Pourquoi pas. En compose, c'est pas trop la philosophie en tout cas. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Il y aurait une espèce de traduction à faire pour. C'est ça. Qui serait un peu plus. Alors j'avais une autre question sur le slide suivant, je crois. Si tu peux. Enfin Ah non, c'était pas ça. Encore là. Ah oui, je crois que c'était celui-là. Ouais, sur Effect. Ouais. Et là, ça renvoie un. Ouais. Là, c'est là où j'ai pas compris pourquoi c'est un flow pour le coup, je crois. Alors c'est vrai que je suis pas trop rentré dans le détail parce que ça touche plutôt à l'implémentation. Le but en fait, c'est de pouvoir justement au sein de la machine à état de combiner des flows. Et on n'a pas voulu faire. On aurait pu faire du suspend, mais ça aurait été difficile à combiner. En fait, si c'était que des méthodes suspend, là en fait on combine un paquet de flows et après on les dépile. Voilà. Ok. Question d'asynchronisme.